Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette excellente opportunité. Euh, je pense que c'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre en ce moment. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir quelques réponses sur des plans un peu plus techniques et pas uniquement politiques. Donc on va essayer de discuter un peu de certains aspects. Euh, tout d'abord, je suis pas cryptographe, contrairement à certaines autres personnes dans la salle. Mais mon rôle dans le projet, c'est plutôt de servir d'interface entre les cryptographes et les développeurs. Donc je suis dans l'équipe de développement du projet, et mon rôle, c'est de réussir à comprendre suffisamment la partie crypto pour que ça soit implémenté correctement. Mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas le seul à le vérifier. Alors, mon profil, juste en 3 mots, c'est plus pour référence. J'ai fait mes études à l'EPFL, et travaille surtout en Java, consulting Java depuis. Et je suis actuellement à l'État de Genève, comme c'était dit au départ, en lien avec la cryptographie pour la vote par Internet, mais sans être formellement cryptographe, plutôt une sensibilité à la crypto depuis le monde développement. En dehors du boulot, je suis au board du chapter OWASP pour Genève, donc pas mal d'activités dans l'AppSec aussi derrière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai moi une question à vous poser. Comme ça, je vous lance dans l'idée. Les questions, elles peuvent intervenir à tout moment dans la presse. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait du vote électronique en Suisse? Pour atteindre plus de personnes. C'est une des options. Parce que c'est tendance. C'est probablement une option aussi. Pour les expats. Pour surtout atteindre les jeunes qui ne votent pas. Pour atteindre les jeunes qui ne votent pas. Ils sont en plus Facebook, vous savez. Ok. Plusieurs pistes de réponses intéressantes. Dans l'idéal, effectivement, oui, on aimerait que ça améliore la participation. Il s'avère que c'est pas nécessairement le cas de manière extrêmement marquée. Par contre, la réponse des expats, des Suisses de l'étranger, c'est un des facteurs motivants clés, puisque entre les délais légaux, entre le moment où les sujets d'une votation sont arrêtés et la date de la votation, on n'a pas toujours le temps d'imprimer les cartes de vote, de les envoyer à tout le monde et les recevoir en retour, suivant où ils se trouvent dans le monde. Donc c'est simplement pour pouvoir permettre aux gens qui autrement n'auraient pas l'occasion de voter, de le faire. Et une fois que le système est là, autant l'utiliser pour les autres. En termes de rentabilité financière, ça fait sens. Ok, donc le plan de présentation est le suivant. Je vais d'abord introduire un peu les quelques concepts de sécurité qui sont intéressants quand on parle de démocratie, qui ne sont pas propres au vote par Internet. Un bref rappel historique de l'évolution du système à Genève. Et derrière, je vais en profiter pour parler des nouvelles exigences de la chancellerie fédérale sur tous les systèmes qui font du vote électronique en Suisse, qui sont notre cadre légal, si on veut, et essayer de donner un aperçu du protocole tel qu'on est en train de le préparer pour la prochaine version du système. Alors, pour ce qui est des propriétés de sécurité, qu'est-ce qui vous semble intéressant à préserver comme propriété de sécurité dans le cas d'un scrutin de vote? L'anonymat des votes, ouais. C'est un des points les plus critiques. Mais aussi Principalement dans l'identification. l'identification, ouais. L'authentification mutuelle. Mhm. La perception. Pardon? La vérification. Qu'est-ce que tu entends par là? Que tu as pu voter. Ouais. L'intégrité du résultat. Ouais. Ça fait partie de l'intégrité. Ok, alors pour faire simple, un des premiers points. Alors, les 5 premiers points sont des points totalement standards qu'on retrouve dans la littérature quand on parle
de sécurité dans le cadre de la démocratie au sens large, que ce soit du vote à main levée ou du vote par Internet. C'est des problématiques qui se posent depuis le début de la démocratie, avec des équilibres qui ont bougé, des priorités qui ont bougé au fil du temps. Effectivement, le secret du vote, surtout en tant que Suisse, le secret bancaire est critique, le secret du vote l'est presque encore plus. L'intégrité des résultats, avec quelques petites finesses. Hein. Pour le secret du vote, on distingue deux niveaux de secret du vote. La définition la plus faible consiste simplement à dire quelqu'un d'autre ne doit pas pouvoir savoir ce que j'ai voté. C'est ce qu'intuitivement on entendrait assez facilement par là. La version la plus forte, ça serait de dire même avec ma collaboration, quelqu'un d'autre ne doit pas pouvoir savoir ce que j'ai voté. Donc je ne peux pas moi-même prouver à quelqu'un d'autre comment j'ai voté. On pense notamment au cas des ballot selfies qu'il y a eu aux États-Unis un certain nombre de fois. De manière générale, cette version forte, c'est un problème à plusieurs endroits. C'est pas considéré comme un problème majeur en Suisse, parce qu'historiquement, on n'a pas excessivement de problèmes au niveau de la vente de vote, au niveau des votes forcés ou de vote familial. C'est considéré comme étant suffisamment marginal pour pas que ça soit un risque qui est pris en compte en Suisse, de manière générale. L'intégrité des résultats, jusqu'où on va dans l'intégrité des résultats? Est-ce que on doit pouvoir avoir exactement le même décompte à chaque fois qu'on compte les bulletins? Est-ce que vous avez déjà participé à des décomptes dans des locaux de vote? Ouais. Vous avez recompté combien de fois les bulletins? 2. Est-ce que vous avez eu exactement le même résultat à chaque fois? Non. Ok. Donc on voit que dans le cas des bulletins papier, déjà, c'est potentiellement problématique d'avoir une définition de l'intégrité du résultat qui est trop serrée. L'idée, c'est simplement de dire le résultat, donc le résultat final, la personne élue, le choix sur une votation, doit correspondre à la volonté de la population. C'est la définition générale qu'on fait de l'intégrité des résultats. Le point suivant est un peu tricky, pour la simple et bonne raison qu'à ma connaissance, il n'y a pas de traduction française spécifique au contexte. Enfranchisement ou affranchissement dans son sens le plus large, qui consiste simplement à dire que aucun groupe de la population ne doit être exclu de la participation au vote s'ils ont légalement le droit. Alors, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. La disponibilité, on parlait de DDoS tout à l'heure, c'est un problème, mais c'est aussi un problème dans le monde du vote papier. On peut se référer de nouveau, j'aime bien prendre l'exemple des élections américaines parce que ça prend toujours beaucoup d'ampleur et c'est en général des anecdotes qui ont déjà été entendues. Mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais un certain nombre de votants ont été appelés. On leur a dit l'adresse de votre bureau de vote a bougé. Pour demain, pointez-vous à tel endroit. Quand ils y arrivent, c'est absolument pas le cas. Et le temps qu'ils retournent à l'endroit correct pour le local de vote, c'est trop tard pour voter. Donc, on a des problèmes de disponibilité même avec du vote papier. L'authentification des votants. On ne parle pas vraiment pas nécessairement d'authentification mutuelle encore à ce niveau-là, mais simplement, on veut que les bonnes personnes puissent voter. Est-ce qu'on peut voter dans le vide aussi? On peut aussi voter dans le vide, ça c'est un autre problème et ça tient plus de l'intégrité des résultats. Et un élément qui est spécifique à tout ce qui est vote anticipé, que ce soit le vote par correspondance ou le vote par Internet, comme la période de vote s'étale sur plusieurs semaines, on ne voudrait pas que les décomptes temporaires ou partiels soient publiés en cours de route. Pour la simple et bonne raison que ça peut impacter la suite du processus. Alors, rien qu'avec ces définitions, on peut identifier un certain nombre de problèmes, avant même de parler de vote par Internet ou de sécuriser les serveurs ou de tout ça. On a certaines de ces exigences qui sont en tension.
le secret du vote contre l'intégrité du résultat, simplement pour en avoir une impression intuitive. Un système qui permettrait d'avoir une intégrité des résultats totalement parfaite, ça serait par exemple une fois qu'on a reçu tous les bulletins, on les publie dans le journal avec le nom du votant. Comme ça, tout le monde peut vérifier que son vote a bien été pris en compte. C'était bien ce qu'il voulait. Et tout le monde peut vérifier que le décompte correspond au décompte qui a été publié. Par contre, en termes de secret du vote, c'est pas terrible. Pareil pour l'affranchissement contre l'authentification. Je pense à la Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, ils ont introduit récemment une exigence d'avoir un document d'identité pour pouvoir voter. Ce qui, en tant que Suisse, nous semble totalement délirant parce que, bien sûr, que quand on va voter au local de vote, on présente sa carte d'identité. Au Royaume-Uni, il y a peu de cas où les documents d'identité sont nécessaires pour sortir du pays et pour voter. Pardon. Et il s'avère que le coût des documents d'identité est prohibitif pour certaines couches de la population. Donc ça a été considéré par certaines personnes comme un blocage des votes des moins fortunés. Et de nouveau, si on prend un scénario abusif, excessif, où on part dans l'authentification extrêmement forte des gens, imaginez-vous si vous arrivez au local de vote, vous voulez présenter votre carte d'identité, votre certificat de naissance, arriver avec 3 amis qui garantissent que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Au moins, on est sûr que c'est vraiment vous, mais ça sera compliqué de voter. Hein. Déjà, aller réveiller tous les copains pour qu'ils viennent dimanche matin à 8h pour aller voter, je suis pas sûr que ça marche. Ok, disponibilité, DDoS, génial. La réponse est à la fois très simple et très complexe. On n'a pas de parade absolue contre le DDoS. On sait que quelles que soient les contre-mesures qu'on met en place pour essayer de se protéger contre le DDoS, un système peut tomber. Alors, la parade, elle est organisationnelle plutôt que technique. Réglementairement, en Suisse, le vote par Internet s'arrête 24 heures avant la fermeture des locaux de vote. Donc si vous ne pouvez pas voter par Internet, vous avez toujours le temps d'aller au bureau de vote le lendemain. En théorie, pour ceux qui ne sont pas trop loin. C'est imparfait, mais c'est déjà une mesure qui permet de limiter la casse. Alors, très brièvement, juste l'historique du système. C'est un projet qui a commencé en 2001. Le premier vote par Internet à Genève a eu lieu en 2003. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'années d'expérience. Je vous rassure, j'étais pas en train de faire de la crypto en 2001. J'étais pas encore en train de faire mes études, donc il y avait d'autres gens sur le système avant. Et ça a pas mal avancé, mais moi j'ai pas les 16 ans d'expérience en vote par Internet. On peut voir l'interface authentique de l'époque. Et assez vite, après quelques années, on a eu un certain nombre de cantons partenaires qui ont utilisé notre système aussi pour leur Suisse de l'étranger. Donc dans l'ensemble, on a plus de 120 scrutins qui ont été effectués actuellement en utilisant le système de vote par Internet. Alors depuis, ça a un petit peu évolué. La première chose que je mentionne, c'est la refonte du look and feel parce que c'est sympa, ça parle à tout le monde et il n'y a pas besoin de faire de la crypto pour comprendre la différence. Non, enfin, globalement, on s'est mis aux normes, on a un système qui est plus accessible, c'est plus utilisable et puis simplement c'est plus sympa. Et en plus, il y a un applet en moins, donc ça sauve la vie. On a introduit ce qui s'appelle la vérifiabilité individuelle, ce qui permet à chacun de vérifier quand il soumet son vote, il reçoit le code qui correspond en retour. Ça permet de vérifier qu'on s'est bien connecté au bon serveur et que c'est le bon serveur qui a reçu le vote. Puisque les codes sont connus a priori que du serveur et qu'on ne peut pas deviner les autres, ils sont aléatoires pour chaque option de vote, pour chaque question et pour chaque votant.
Donc il n'y a pas deux votants qui auront la même liste, il n'y a pas deux questions qui auront les mêmes types de réponses. Donc ça permet déjà d'avoir une certaine mesure de protection contre un malware sur le client qui essaierait de changer le vote. Pour le futur, on a un certain nombre de partenariats académiques qui nous permettent d'aller de l'avant. La Haute École spécialisée de Berne, avec qui on collabore et qui ont publié en avril une première version du protocole de vote électronique pour notre système. On a un partenariat avec l'INRIA et Bristol qui font la vérification du protocole. Un partenariat avec Copenhague qui font un logiciel de vérification des preuves qui sont générées par le protocole. Et un partenariat avec l'EPFL sur certains autres sujets. En plus des partenariats sécurité traditionnels qu'on a pour différents sujets. Mais le thème du talk, c'est vraiment juste la partie protocole et pas du tout la partie architecture, infrastructure, implémentation et tout ça. C'est vraiment juste le haut niveau au sens crypto du terme. Et ce nouveau protocole crypto, il introduit un certain nombre de notions supplémentaires. Chiffrement de bout en bout, vérifiabilité universelle et composants de contrôle. Alors, ça fait beaucoup de gros mots. Chiffrement de bout en bout, ça commence à être relativement connu maintenant avec toutes les messageries instantanées qui cherchent à protéger vos secrets, même contre eux-mêmes. Avec la vérifiabilité universelle, on est dans quelque chose d'un petit peu plus subtil. L'idée, c'est de dire simplement que le système, au cours de son exécution, génère des preuves de la validité des opérations qu'il a effectuées. On reviendra un peu dessus. Et composant de contrôle, c'est simplement une manière un peu subtile de dire on ne fait pas confiance en un serveur, on distribue la confiance entre plusieurs éléments indépendants qui doivent tous collaborer pour pouvoir faire chacune des opérations. Donc, ça offre des garanties de sécurité qui sont bien meilleures. Alors, c'est un élément qui est actuellement en cours de développement et qui devrait être utilisé pour la première fois en 2019 pour une votation publique. Et on l'espère open sourcer avant ça. Alors, les exigences fédérales qui me permettent simplement de définir les différents points et les différents éléments de sécurité de manière un peu plus fine. C'est le résultat d'une collaboration entre le monde académique, entre des organisateurs de systèmes de vote électronique, des gens du monde légal. Donc, il y a eu un think tank là autour qui a travaillé de manière assez intense et qui sont arrivés avec des exigences qui sont extrêmement fortes et intéressantes, au point qu'on est assez rassuré que si un système respecte ces éléments-là, il y a un niveau de sécurité, une baseline de sécurité qui est déjà extrêmement élevé, mais c'est pas compliqué, c'est pas trivial et ça coûte cher, pour faire simple. Ces exigences définissent aussi plusieurs niveaux successifs de compliance, de conformité, merci. De conformité, et plus on est conforme aux exigences, plus on a le droit d'ouvrir le système à un public élargi. Alors, je vais résumer ces exigences fédérales en 4 points, qui sont les 4 points qui nous intéressent du point de vue crypto, de la sécu. Et à côté de ça, il y a un nombre d'exigences énormes aussi sur tout ce qui est gestion des patchs, gestion du cycle de développement, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce côté-là, sinon il y en a pour quelques heures. Mais le premier élément, c'est la vérifiabilité individuelle que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est définie dans l'ordonnance comme mentionné ci-dessus. L'idée, c'est réellement de se protéger contre des attaques sur le client de vote. Dire un malware dans le navigateur ou sur votre client ne doit pas pouvoir changer votre vote sans que vous vous en rendiez compte. C'est ça le rôle de la vérifiabilité individuelle. Chiffrement de bout en bout, le but est assez clair. Aucun élément, à aucun moment dans le processus ne doit pouvoir voir votre vote.
Donc votre vote est chiffré à partir du moment où vous faites vos choix sur votre navigateur, et il n'est déchiffré qu'au moment du décompte. On verra qu'il y a un certain nombre d'étapes qui font que ça préserve de manière assez forte l'anonymat du vote. La vérifiabilité universelle, donc de nouveau, on génère un certain nombre de preuves qui font qu'on doit pouvoir détecter toute tentative de fraude. Simplement en déroulant la suite des preuves, vérifiant qu'elles sont valides. Et les composants de contrôle, c'est là un des points les plus subtils et encore les moins intuitifs. Alors, au niveau formel, c'est assez simple à expliquer. J'ai un certain nombre d'éléments. Ils doivent être organisés de telle manière à ce que si un seul est fiable, on détecte une tentative de fraude. Donc, du point de vue d'un attaquant, comme c'est le cas de certains dans la salle, il ne suffit pas d'attaquer un seul serveur, il faut les attaquer tous pour pouvoir réussir à faire une modif. Et il y a un certain nombre de contraintes qui rendent l'implémentation des composants de contrôle assez difficile. Typiquement, ils doivent tous être sur des OS différents, ils ont une ségrégation, ils n'ont que des accès physiques, il n'y a pas d'administration à distance, ce genre de choses. Donc, à mettre en place, ça devient assez coûteux, mais ça permet d'avoir des garanties qui sont intéressantes. Et les différents niveaux de compatibilité, de conformité. Le niveau qui est la baseline du système actuel, c'est simplement d'avoir la vérifiabilité individuelle, c'est-à-dire on est protégé contre des attaques au niveau du poste client. Et ça permet d'ouvrir à 30% des résidents du canton la possibilité de voter par Internet. Si on rajoute un audit de certification assez coûteux en temps et financièrement, on peut monter jusqu'à 50% des votants. Et si on rajoute la vérifiabilité universelle, le chiffrement de bout en bout et les composants de contrôle, on peut monter jusqu'à 100% des votants. L'idée, c'est de dire, avant de l'ouvrir de manière excessivement large, il faut qu'on ait un système qui soit vraiment, entre guillemets, parfait. Et bien sûr, étant donné les changements assez fondamentaux que ça implique, ça nécessite un nouvel audit avant de pouvoir utiliser un système à 100% parce que c'est clairement pas du tout le même système qu'à 50. Alors, rapidement, avant de rentrer dans les différents éléments qu'on utilise pour le protocole crypto, juste les acteurs, parce que je risque d'en parler à différents moments. L'officier électoral, qui est donc l'organisateur, si vous voulez, du scrutin. C'est eux qui déterminent sur quel sujet on vote, sur quels sont les candidats et tout ça. Et qui initialisent le système, si on veut. Derrière, on a les composants de contrôle, qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure. Un bulletin board, donc un fichier d'audit, si vous voulez, de toutes les transactions qui sont déroulées publiquement pour le protocole, qui permettent derrière d'effectuer la vérifiabilité universelle. Les imprimeurs, je disais tout à l'heure que dans la vérifiabilité individuelle, il n'y a que vous qui connaissez vos codes. Ils ont bien été imprimés quelque part quand même. Donc ça implique des contraintes et des audits assez forts sur les imprimeurs. On ne peut pas juste, en tant que canton, décréter qu'on imprime ça dans son garage et puis qu'on espère que ça se passera bien. Une différence assez fondamentale que je tiens à souligner, c'est qu'on sépare totalement dans le protocole la notion de client de vote et du votant, puisque le client de vote, on a une confiance zéro, et le votant, on peut espérer qu'il sait ce qu'il vote. Alors, ce slide-là est plutôt pour référence, puisque je creuse un petit peu plus en détail chacun des éléments après coup, mais ça permet déjà d'avoir une vision high level des primitives utilisées dans le cadre du protocole. La première étant du chiffrement homomorphique. Quand on me dit que la crypto c'est pas de la magie, des fois j'ai des doutes. L'idée c'est que à partir d'un élément chiffré, on peut effectuer des opérations qui auront un impact
similaire sur l'élément déchiffré. Typiquement, je prends un nombre quelconque, 2, je le chiffre, j'effectue l'opération qui correspond à une multiplication par 3, et quand je déchiffre, je récupère 6. Fabuleux, c'est génial. Il y a plusieurs endroits pour lesquels c'est intéressant. Alors, accessoirement, on l'utilise pour identifier les votants. C'est pas forcément le contexte où c'est le plus indispensable d'avoir du chiffrement homomorphique. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est pour chiffrer les bulletins. Simplement parce que ça nous permet d'effectuer des opérations sur les bulletins sans avoir à les déchiffrer. Et dans les opérations qu'on a envie de pouvoir effectuer sur les bulletins, il y a typiquement le brassage. On veut pouvoir brasser les bulletins pour qu'ils ressortent dans un ordre totalement différent, de manière qu'on ne puisse pas rétablir le lien entre un vote déchiffré et un votant. Puisque sinon, avec des traces, on pourra simplement dire les adresses IP ont voté dans tel ordre, les bulletins déchiffrés sont arrivés dans tel ordre, c'est génial, facile de faire le match. Ce qui est génial aussi, c'est que ça permet de rechiffrer. C'est-à-dire d'utiliser une fonction qui permet de donner une tête totalement différente au chiffré, tout en conservant la même valeur une fois qu'on le déchiffre. Pourquoi est-ce que c'est un avantage? Si on se contentait de brasser la liste et de déchiffrer après, ça serait assez simple de prendre la liste des bulletins finales, la liste des bulletins initiales et d'établir la correspondance. Mais comme on rechiffre, c'est un peu plus compliqué. Voire même cryptographiquement pas très possible. Et un autre point qui nous intéresse fondamentalement, c'est la facilité qu'on a à partager les clés en différents éléments, puisque du coup ça permet à chaque composant de contrôle d'avoir une fraction de clé, et que le déchiffrement n'est possible que si tous les composants de contrôle sont d'accord de déchiffrer. On arrive à un point un peu plus tricky. Oblivious Transfer. C'est génial comme élément. J'en avais absolument pas entendu parler jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est pas courant de l'utiliser dans des contextes hors de maths pure. Voilà. L'idée, c'est de dire, on a un serveur qui connaît un certain nombre de secrets, un client qui a le droit d'en révéler un petit sous-ensemble, mais le serveur ne doit pas savoir qu'est-ce qui a été révélé. Alors, intuitivement, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça correspond pas mal à l'idée des codes de vérification pour la vérifiabilité individuelle, puisque le système de vote veut pouvoir fournir aux votants les codes qui correspondent à ses choix, mais si on n'avait pas un système où le serveur ne sait pas ce qu'il a transmis, le serveur pourrait deviner quel a été le vote du votant en gardant une table de correspondance. Ça serait un peu dommage. Il y a un article qui a été publié sur le sujet par nos partenaires de la BFH. Si vous voulez creuser, c'est vraiment sympa. J'en ai eu pour 2-3 jours à le lire. Ça fait mal à la tête, mais c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a les notions de commitments, donc d'engagement sur une valeur, et de preuve à divulgation nulle de connaissances. Le terme est horrible en français, donc je préfère ZKP. Zero Knowledge Proof. L'idée, c'est de dire, au début du processus, ou à certaines étapes dans le processus, les composants de contrôle s'engagent sur certaines valeurs, et par la suite, ils prouvent qu'ils ont bien utilisé ces valeurs au moment critique. Par exemple, au tout début du processus, les composants de contrôle publient leur clé publique pour qu'on puisse construire la clé publique de l'ensemble du système. Et par la suite, au moment du déchiffrement, ils prouvent que pour le déchiffrement, ils ont bien utilisé la même clé privée que celle qu'ils ont utilisée pour générer la clé publique. Ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de garanties. Et en enchaînant ces engagements et ces preuves, on peut avoir une chaîne de vérité, si vous voulez, qui va de l'initialisation du système jusqu'au déchiffrement. Et dernièrement, les preuves de brassage, plus spécifiquement le système proposé par Douglas Wikström, qui est un chercheur suédois. Alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le seul moyen de comprendre réellement ce système-là,
c'était d'enchaîner 5 ou 6 papiers de Wikström et toutes les références qu'il citait pour pouvoir réussir à comprendre comment ça fonctionnait. Heureusement, dans le cadre de notre partenariat avec la BFH, ils nous ont simplifié ça sous forme un peu plus compréhensible par un développeur sensibilisé à la crypto. Donc c'est implémentable par des développeurs un peu attentifs. Et on revient à la problématique que je mentionnais tout à l'heure. On veut pouvoir chiffrer les bulletins, après les avoir séparés des informations relatives aux votants. Chiffrer les bulletins, enfin rechiffrer les bulletins, les brasser, et les sortir sous une forme qui est totalement plus liable aux votants avant le déchiffrement. Mais on veut pouvoir faire ça de manière vérifiable. C'est un peu le cauchemar. L'idée, c'est que, comme c'est brassé, on ne peut pas simplement prouver que l'élément 1 de la liste en entrée correspond à l'élément 2 de la liste en sortie, puisque c'est plus le cas, ça a tout été brassé. Comme ça a été rechiffré, on ne peut pas simplement prouver qu'il y a une permutation qui correspond et qui permet de récupérer la même liste. On doit prouver avec 2 niveaux d'inconnu. Et pour ça, il y a besoin d'une preuve assez spécifique. Même le pseudocode pour l'algorithme pour générer la preuve fait une page A4, avec des modex de partout. C'est assez complexe et c'est sympa. Du coup, c'est difficile à vérifier, mais c'est faisable. Avant de passer aux questions, je vais vous passer quelques références pour de la lecture si vous voulez vous creuser un peu plus sur le sujet. La spécification du protocole a été publiée par la BFH. On mentionnait tout à l'heure, il y a déjà plusieurs versions qui sont sorties. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu déjà un retour sur la première version qui nous indiquait une vulnérabilité dans la manière laquelle l'oblivious transfer était utilisé. Et ça a pu être corrigé assez rapidement. Et pour nous, c'est clairement un signe qu'on va dans la bonne direction en essayant d'avoir plus de transparence et de pouvoir avoir des retours et de la collaboration avec le monde académique le plus vite possible. Sur la base de la première version de la spécification, on a écrit un proof of concept, simplement pour vérifier que l'ensemble du protocole peut bien se dérouler correctement et qu'on arrive à obtenir des résultats qui correspondent à ce qu'on attend. Et qu'on arrive à vérifier les preuves et tout ça. Alors, malheureusement, le code du proof of concept n'est pas à jour. J'ai pas eu l'occasion de le maintenir avec les changements de la spec. Mais ça donne déjà une bonne idée des mécanismes en jeu. Et les informations sur les exigences fédérales sont disponibles à ce lien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Ouais, merci pour la présentation. En fait, vous parlez comme si le canton de Genève était le seul endroit du monde presque où on voulait faire ce genre de choses. Il y a une législation fédérale. Est-ce qu'il n'y a pas au moins des efforts intercantonaux? Comment ça se fait que chaque canton fait la même chose? Comment ça se passe? Non. Il y a actuellement 2 systèmes qui existent en Suisse. Un système qui est fourni par la Poste suisse, qui collabore avec un partenaire externe, qui leur fait la partie crypto. Mais les subventions fédérales sont réparties entre les deux. Effectivement, la complexité est suffisante pour que ça soit ridicule que chaque canton travaille indépendamment. Mais il n'y a pas, étant donné la structure politique de la Suisse, il n'y a pas d'effort unifié de manière simple. Bonjour, j'imagine que vous n'êtes pas le seul développeur dans l'équipe. Comment vous vous assurez que tous ces concepts et les limites ils sont bien partagés et ils sont toujours maintenus dans l'évolution du code? Alors, on a un processus de cycle de vie de développement sécurisé qui est assez standard. Aucun élément de code n'est touché sans qu'il y ait de review manuel de chaque commit, surtout sur la partie crypto. Et ça permet d'éviter que tout soit cassé assez rapidement.
Et de toute façon, le système, au cours de son exécution, génère un certain nombre de preuves. Et ces preuves de bon fonctionnement ou de validité seront vérifiées lors de l'utilisation réelle par un logiciel développé indépendamment sur la base des spécifications. Bonjour, j'ai une question sur les codes de retour quand on vote. Ouais. S'il y a quelqu'un qui remarque que le code de retour n'est pas celui qu'il attendait de voir, qu'est-ce qui se passe? Et vous considérez qu'il s'est peut-être trompé quand il a voté, qu'il y a eu une modification, à partir de combien d'utilisateurs vous faites quelque chose et quelle action? Vous annulez tout le vote, vous pouvez lui laisser la possibilité de changer son vote ou de recommencer? Alors, une fois que les codes de vérification ont été révélés, on ne peut plus changer le vote, sinon les codes de vérification ne servent à rien. Si une fois qu'on a affiché une première série de codes de vérification, on permet la modification du vote, un malware pourrait tout à fait soumettre le premier vote du votant, récupérer les codes de retour, en soumettre un autre et ne pas afficher les codes de retour. Donc ça c'est le premier point, une fois que les codes de vérification ont été affichés, il n'y a plus de modification possible. Par contre, une fois que les codes de vérification sont affichés, si ça correspond, le votant doit entrer un nouveau code pour confirmer que ça correspond. Avant que ce code soit entré, le vote n'est pas pris en compte. Ce qui lui laisse, après, la possibilité de voter par un autre canal, par correspondance ou à l'urne. Si il devait s'avérer qu'il y a des informations massives, comme quoi les codes sont incorrects, il y aura des questions organisationnelles à se poser et il y a des procédures qui sont en place. Est-ce que ça répond complètement à la question ? Est-ce qu'on pourrait envisager une preuve formelle, je sais pas, genre une implémentation en coq ou un truc comme ça qui nous garantit qu'on est 100% juste? C'est plus que ça. C'est exigé par la chancellerie fédérale qu'il y ait une vérification formelle du protocole. Pas au niveau de l'implémentation. L'implémentation est vérifiée par audit derrière. Et après, on espère mettre encore des éléments en place en plus. Mais le protocole lui-même doit être formellement audité et vérifié, autant par preuve symbolique que par preuve de complexité assez classique. Pour rebondir sur la question de la preuve formelle, quand on voit qu'il y a eu comme dans WPA, que le forward check il avait été effectivement vérifié. Bon, ma question concerne plutôt ton opinion, mais quand on voit qu'une petite erreur en cryptographie peut mener, et même souvent, à des conséquences assez catastrophiques, c'est-à-dire que voilà, souvent une erreur vraiment minimale on peut vraiment faire beaucoup de choses ensuite. La question c'est finalement reposer un système de vote sur de la crypto, et d'autant plus on utilise des primitives assez récentes comme le chiffrement homomorphique ou ce genre de choses. Donc on repose sur des implémentations en plus qui ont des maturités, je vais dire, c'est de la crypto très récente quand on compare à RSA ou d'autres systèmes qui sont beaucoup plus vieux. La question c'est, est-ce que dans votre fort intérieur, il n'y a pas le sentiment de jouer avec le feu? Alors, c'est une bonne question. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec une des hypothèses de départ. Le chiffrement homomorphique qu'on utilise, c'est pas du chiffrement homomorphique tout récent, tout frais, sorti des dernières recherches. C'est du chiffrement El-Gamal, qui a quand même quelques décennies derrière lui. Pascal, tu me corriges? 80-90? Non. C'est du chiffrement homomorphique partiel qui permet certaines opérations. D'accord, j'ai mal fait. C'est extrêmement restreint et ça fait exactement ce dont on a besoin. Donc il y a quand même quelques décennies de recherche par-dessus. D'accord. Moi, j'ai une question un peu naïve. Quand je vais voter sur papier et tout, même mon voisin qui habite à côté de chez moi, qui est pas très malin, il peut se bouger, il peut aller recompter les bulletins de vote. Alors que là, on utilise des primitifs de crypto qui piquent un peu et je pense pas qu'il soit capable de bien comprendre. Et je pense qu'il va être un peu inquiet, il va crier au complot, ce genre de choses. Comment on fait pour que les gens ils puissent s'approprier l'outil, comprendre tout ça? C'est une très bonne question. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parfaite sur le sujet.
On s'est habitué à faire confiance au système de sécurité pour les paiements bancaires. On fait des virements bancaires pour plusieurs centaines de milliers de francs depuis son téléphone mobile. Après, il y a peut-être simplement une habitude à prendre ou un pli à prendre. Ce qui est important pour nous, c'est que la confiance ne repose pas sur l'administration ou sur le développement, mais est plutôt distribuée entre les différents chercheurs qui ont participé et les équipes qui font la vérification des preuves fournies par le protocole. Ça permet déjà de distribuer un peu plus la confiance qu'un système qui reposerait uniquement sur nos épaules. Juste pour faire un petit complément, peut-être que ton voisin, justement, il va te poser la question, il va dire, mais toi qui t'y connais en informatique, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est là où justement l'objectif, je pense, c'est aussi de partager ça avec vous pour que vous-même vous dites oui, effectivement, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir confiance, pour que effectivement vos voisins, vos connaissances et tout ça vont se tourner vers vous, qui êtes quand même sachant et vont vous demander votre avis. Et sur cette base-là, c'est comme ça que la confiance se construit aussi dans une démocratie. C'est effectivement l'intérêt de l'approche qui est prise actuellement avec une certaine transparence. On cherche à avoir du code source qui est public, on cherche à expliquer ce qu'on fait. Des présentations comme aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'essayer d'informer et de diffuser l'information plutôt que de la garder dans 2 ou 3 têtes. Petite question, moi je propose de faire un peu de la crypto-fiction. Imaginons que le système soit conçu, prouvé, les preuves soient vérifiées, implémentées, enfin tout soit fait nickel selon l'état de l'art, qu'on l'utilise, et puis que tout d'un coup, dans le cadre d'un vote, un vote un peu piquant, comme disait un des participants ici, on se rend compte qu'on se retrouve dans un résultat à 50,1 contre 49,9, voire 50,05 contre 49,95, et qu'il commence à y avoir des doutes qui se propagent dans la population sur les Russes ont hacké le vote, voilà. Est-ce que la loi prévoit un plan B pour permettre de lever ces doutes, ou si vraiment les doutes se propagent dans la population et puis tout d'un coup, ça peut être simplement de la guerre d'information, hein, je ne sais pas. Comment ça pourrait se passer dans ce cas-là? Alors, la réponse sort largement de mon périmètre, mais on peut imaginer 2 scénarios. Soit les avis d'experts convergent et permettent de rassurer la population, soit c'est pas le cas, et à ce moment-là, il y a des mesures à prendre. Et ça, quelles sont ces mesures exactement? C'est-à-dire que, est-ce que la loi permet d'annuler a posteriori un vote sur lesquels il y aurait des doutes? Est-ce que, je sais pas, le Parlement permettrait après de faire annuler un vote a posteriori? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au point de vue légal? Techniquement, ça passe par un recours contre les résultats de l'élection ou du vote qui passe devant un tribunal. En fait, on peut faire un recompte. Et puis, en fait, en général, ce qui se passe, c'est parce que ce que tu dis là, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à Genève, où il y avait un vote très serré cantonal pour la loi sur la police. Donc ça se jouait à peut-être 50, 100 voix près. Enfin, c'était extrêmement 42. serré. 42, voilà. Donc quand c'est aussi serré, c'est évident qu'il y a un côté erreur humaine. Et donc là, on nous a, enfin, les partis entre guillemets qui avaient perdu le scrutin nous ont demandé de recompter. Donc on a recompté. Le problème, c'est que le vote électronique, quand on recompte, il n'y a pas de souci, il redonne et il donne quelque chose d'annulé. Le problème, c'était sur les bulletins papier, où là, à chaque fois qu'on a recompté, on a eu un résultat qui était légèrement différent. À chaque fois pour de bonnes raisons. Donc c'est ça aussi, c'est quand c'est très serré, tu as aussi ce problème-là, c'est que en fait, tu vas recompter, tu vas t'apercevoir que le recomptage te donne jamais tout à fait la même chose. C'est un peu comme dans un match de foot. Tu as un penalty, si la Suisse est a gagné son volet aux Coupe du Monde, enfin, est-ce que, très franchement, le penalty était totalement mérité? C'est comme ça aussi que l'histoire s'écrit, quoi. Finalement, il y a un peu de ça. Et pour le vote, c'est un peu la même chose. À un moment donné, il y a des arbitres, il y a une décision, et il y a un côté humain dans le résultat du vote. Quand c'est ultra serré, ça reste fait. Maintenant, quand on compare ce qui s'est passé pour la partie vote électronique et pour la partie bulletin papier, incontestablement, la façon de faire pour le bulletin électronique nous donnait plus de garanties
aux écarts de voix que la partie papier. Et là où il y a eu vraiment débat et question de la part des partis, c'était pas sur le vote électronique, c'était justement sur la partie papier, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des différences d'appréciation, parce que certains bulletins étaient considérés comme nuls, et en fait, est-ce qu'ils étaient vraiment nuls ou pas? Est-ce qu'on avait bien compris l'intention de l'électeur, alors que c'est peut-être une voix qu'on aurait pu mettre en oui ou en non, etc. Voilà, c'est juste pour donner un ensemble de pistes, sachant que la question est compliquée, mais c'est juste quelques petits éléments de réponse. On va peut-être prendre une dernière question. Toujours dans cette idée-là, est-ce qu'il y a des éléments d'amélioration qui ont été pris de ce projet pour le vote papier? C'est une très bonne question. C'est actuellement pas le cas. C'est toujours très compliqué d'appliquer des éléments crypto à du papier. Bon, le micro a l'air de lâcher en plus. Donc, je pense qu'il est temps de remercier l'orateur.